Merci beaucoup. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour à tous. Vous me rappelez des temps anciens où j'étais de l'autre côté. Donc, je suis Evelyne Brusa-Priève, directrice adjointe du CRT Côte d'Azur. Je suppose que vous savez ce qu'est le CRT Côte d'Azur. Qui l'ignore? On va commencer tout de suite par le savoir. Tout le monde sait. Comme je précise quand même que cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur a vraiment le côté, l'aspect insolite et unique d'avoir 2 CRT sur son territoire. Je fais juste ce petit rappel, ce CRT Côte d'Azur a été historiquement le premier CRT créé en France il y a déjà des dizaines d'années, donc c'est un CRT historique. Et la vocation dès le début, c'était bien évidemment de prendre en charge la promotion territoriale de cette aire particulière qui s'appelle la Côte d'Azur. Je vous signale également au passage que l'un de nos présidents dans les temps anciens s'appelait Paul Augier. Si cela vous rappelle quelque chose, il a été aussi un des présidents de ce CRT. Alors aujourd'hui, notre tâche se poursuit, notamment en termes de marketing territorial, puisque nous sommes en charge globalement de non seulement promouvoir, mais donner, communiquer sur l'image de la destination et bien évidemment sur les performances d'attractivité de cette destination. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques mois maintenant, nous avons entamé, je vous le fais dans l'ordre chronologique, nous avons entamé une démarche en faveur de la marque Côte d'Azur, que nous voulons renouveler, rénover, rendre plus contemporaine, plus adaptée à l'économie d'aujourd'hui, et surtout pour recréer 2 choses. De l'attractivité, ça c'est une chose qui est de l'ordre économique et commercial, et d'autre part de la sympathie. Ça c'est un autre sujet, mais qui parle à notre partie de notre cerveau et à celui de nos visiteurs. C'est ça que nous souhaitons faire à travers la démarche de marque Côte d'Azur. Donc nous allions, bon an mal an, faisant le bench sur la destination, faisant les benches sur les autres destinations, regardant ce qui se fait, regardant les comportements, partant d'un portrait identitaire qui s'appelait le portrait identitaire des Alpes-Maritimes, qui a été réalisé il y a déjà à peu près 9 ans, mais qui à chaque fois avait une remise à jour. Nous avons retravaillé sur les fondamentaux de la destination, et puis on a intégré ici, bien évidemment, les nouvelles, d'une part les compétences territoriales des uns des autres, les communautés d'agglos, les métropoles, les régions, les nouvelles régions dessinées, mais également les marchés, les comportements de ces marchés, et notamment l'arrivée et la disparition de certains marchés, l'arrivée d'autres marchés, comme par exemple le marché chinois, qui pour nous était vraiment en pleine croissance, tandis que, je prends un autre exemple, le marché japonais par exemple était en pleine décroissance. Et il l'est toujours d'ailleurs, et on n'est pas prêt de les revoir tout à fait à hauteur de ce qu'ils étaient. Donc notre tâche, c'était de retravailler sur ce plan marketing de la destination pour 2017. En fait, le travail que l'on a fait cette année, c'est 2017. On a lancé une consultation qui allait bien pour confier un travail d'accompagnement de cette démarche sur la marque. On a lancé cela, je crois, en janvier. On a choisi en mars. On a commencé à travailler en avril. Il y a eu des entretiens. Il y a eu un certain nombre de choses qui font partie de ce qu'on appelle la mise en place d'une stratégie de marque. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On avançait, puis patatras, et la catastrophe, l'énormité est arrivée, avec Nice touchée à son tour par l'attentat et des conditions absolument horribles et dramatiques, et notamment... je veux dire qu'il y a des choses qui resteront à tout jamais tatouées chez nous dans nos cœurs et qui sera difficile d'oublier quoi que l'on fasse, mais pour autant cet événement a rebousculé un petit peu cette croissance, ce mode croisière que nous avions dans la démarche de marque, et ce que nous avons dû faire, c'est rapidement, et à peine 12 jours après le 14 juillet, le 26 juillet précisément, nous avons,
comment dirais-je, à l'initiative du président de notre CRT, qui est David Lisnard, nous avons constitué un comité de crise, comme il y a eu d'autres comités de crise, pas que celui-ci, hein, mais c'est le crise tourisme, on l'a appelé comité de crise tourisme. Pourquoi on a fait ça? C'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Alors, pourquoi a-t-on fait un comité de crise alors que, après le 13 novembre 2015 à Paris, ça n'a pas été tout à fait la même démarche? Pourquoi avons-nous mis en place immédiatement des actions et un plan d'action que l'on a appelé plan de relance? Je vais revenir dessus avec des diapos, alors que Paris ne l'avait pas fait avant le mois d'avril-mai, et il est actuellement en train toujours d'avancer sur le sujet. Ben justement, à la fois parce que, je vais revenir à des notions économiques cette fois, on va oublier le côté douloureux et affectif de l'événement, enfin l'oublier, on va le mettre de côté. Voilà. Et puis, rester sur cet aspect économique. Que s'est-il passé pendant l'année 2016, notamment après le 13 novembre 2015, décembre, janvier, février, etc. Il y a eu plusieurs éléments qui ont décrédibilisé, enfin en tout cas, qui ont un peu effrayé les marchés et l'attractivité de la France en général, de Paris en particulier, a été considérablement touchée. Beaucoup moins à cette époque-là sur la Côte d'Azur, où on maintenait un niveau d'activité de fréquentation, que j'allais dire convenable, malgré ce qu'on constatait au niveau des courbes, de différentes choses. On mesure le RevPAR, on mesure la croissance, la fréquentation, on analyse les pertes sur tel ou tel marché, etc. Mais on était quand même dans une période qui était plutôt en déclin, plus sur la France et Paris en particulier, que sur la Côte d'Azur. Ça, c'était le premier point. Ensuite, il y a eu également de l'insécurité sociale, qui a beaucoup impacté sur les marchés. Et notamment, l'impact le plus dangereux, négatif, c'est auprès des marchés internationaux. Ce sont eux, je vais vous donner quelques chiffres, mais ce sont eux qui ont surtout déserté, d'une part, enfin déserté, en partie déserté, la destination France, la destination Paris, et désormais, après le 14 juillet, la destination Côte d'Azur. Donc, tous ces éléments mis bout à bout, il y a eu également alors des grèves, des voitures de police qui étaient incendiées, images qui tournent sur toute la planète, l'attaque d'un autocar de Chinois sur un parking de l'hôtel, avec les caméras, machin, de surveillance, rien n'y fait, tourner en boucle sur les réseaux sociaux et sur les télévisions dans le monde. Résultat de tout cela, c'est que la France, globalement, est devenue, et notamment dans les catalogues de certains tours opérateurs ou dans le conseil, on est devenu zone dangereuse. C'est-à-dire, alors on n'a pas la même, comment dirais-je, on n'a pas la même structure économique du tourisme en France que, je prends l'exemple tunisien, ou égyptien, c'est-à-dire que quand là ils perdent le tourisme, en Tunisie ou en Égypte, ils perdent un peu tout. Nous, ce n'est pas trop le cas. Nous, on a des baisses, mais on n'a pas des chutes. On ne parle pas de chute, hein. On parle vraiment de baisse. Mais tout autant, nous sommes dans une logique aujourd'hui, dans un contexte où il y a une inquiétude des marchés étrangers. Encore certains plus que d'autres, le marché asiatique, le marché américain qui est très sensible à ça. Donc un peu moins les marchés européens, mais quelques-uns quand même. Donc on est dans cette perte de confiance sur la destination, et plutôt que de venir en France, à Paris ou sur la Côte d'Azur ou ailleurs, en Pays de la Loire, en Bourgogne, on préfère choisir une autre destination. Donc on est dans un peu une croisée de chemin, et dans un État qui doit demander pour nous, de la part des responsables des territoires, de la part des responsables des chambres consulaires, de la part des collectivités territoriales, qui doit demander de la prise de conscience et de l'investissement, non seulement en argent bien évidemment, mais aussi, j'allais dire, en capacité de rebond. Et c'est cette capacité de rebond qu'on a voulu tout de suite déclencher
dès la première réunion de crise, et aujourd'hui on en est à la 4e réunion de crise, avec cette fois des éléments dont je vais pouvoir vous parler. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce niveau-là, pour ne pas faire le monologue absolu? Moi je suis prête à répondre sur des questions concernant la fréquentation ou les types de fréquentation, comme vous voulez. Il me semble que ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant devrait vous faire réagir. En tant que professionnel du tourisme, vous allez avoir la possibilité de travailler dans un office du tourisme, par exemple, dans un établissement hôtelier, admettons, qui fasse du tourisme d'affaires. Votre futur poste vous demandera d'être au fait même de tout ce qui se passe au niveau social et tout l'impact que ça peut avoir sur la démarche commerciale que vous aurez à mener. Donc je suis un petit peu étonné que devant des chiffres et des explications telles que celle-ci, ça ne vous interpelle pas. Je pense que dans votre futur métier, ce sera vraiment les infos à aller chercher pour justement prévoir une démarche marketing, par exemple. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le type de ce plan de relance. Voilà, je vais vous expliquer le plan de relance qui a été mis en place, donc piloté par le CRT, mais composé, je vous le rappelle, d'un comité de crise qui est fait de la Chambre de commerce, du département, de la région, des villes, de la Côte d'Azur, des offices de tourisme et bien évidemment de tous les syndicats professionnels de la Côte d'Azur, c'est-à-dire l'UMI, les syndicats hôteliers, parce qu'il y en a plusieurs, les syndicats des plagistes, les syndicats divers et variés, les Gîtes de France par exemple aussi. Donc, bref, tout ce qui doit composer l'actorat, les acteurs économiques du tourisme de la destination. Donc, c'est dans ce cadre-là que ce plan de relance a été proposé. Donc, je ne sais pas, on a immédiatement dit qu'il fallait frapper d'une certaine manière, d'une manière assez ambitieuse, et dégager un budget pour la relance de la destination. On a annoncé une opération de l'ordre de 1 million d'euros pour la destination. Attendez, je vais regarder là parce que je me tordrai moins le cou, ça ira mieux. Mais je mets les lunettes. 1 million d'euros. 10 millions sur le territoire. 1 million, pardon ? J'ai dit 10 millions sur le territoire et 1 million pour nous. Voilà, il y a 1 million d'euros rien que sur ce comité de crise, mais ça a été annoncé après les 10 millions. Je vous ferai remarquer que l'annonce est venue beaucoup plus tardivement, après quelques appels du pied, si je puis dire. Donc 500 000, la moitié de ce budget-là, a été immédiatement proposé par le président du conseil départemental, M. Ciotti. Il a immédiatement dégagé 500 000 euros sur le budget départemental. La région a également dégagé, ça, M. Estrosi l'a annoncé lors d'une conférence de presse, un budget de 200 000 euros. Et la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, pour ce plan de relance, a dégagé 50 000 euros. Donc là, il n'y a pas tout à fait le compte, vous voyez, et on attend, parce qu'on attend souvent avec l'État, on attend souvent les précisions, je vais préciser ça, les précisions financières sur la participation financière de l'État. Toutefois, dans le plan de relance, immédiatement, a été sollicité et avancé l'aide d'Atout France. Et Atout France, que vous connaissez, je ne vais pas vous l'expliquer, le GIE d'Atout France, je suppose que c'est connu aussi de votre part, a immédiatement, très très vite, je tiens à le dire, c'est que les bureaux ont été très réactifs. Ils ont fait des propositions d'opérations, de soutien, etc. pour la Côte d'Azur que nous avons mis en application dans les mois qui ont suivi. Alors, quelques jours après, c'est-à-dire exactement le 12 août, nous avons fait le lancement de la campagne Côte d'Azur Now. Voilà, c'est ça. C'est une campagne de communication qui repose sur l'idée de faire une communication positive, ça va de soi,
mais surtout collective, rassemblée, où on a le sentiment qu'après toutes ces images d'horreur qu'on avait vues et côtoyées, n'oubliez pas que cet horrible attentat s'est produit en plein cœur d'une saison touristique sur une destination touristique forte. Et on a vu à cette occasion à quel point la destination avait suscité de l'empathie, de la sympathie aussi, des messages qui nous arrivaient du monde entier, avec des images qui passaient sur des télés qu'on ne connaissait même pas au fin fond des États-Unis ou d'ailleurs. Donc il y avait un côté affectif à l'endroit de Nice, de la côte de Nice et de la côte d'Azur. Donc nous, ce message, il fallait le transformer immédiatement en image positive, où les uns et les autres, qu'ils soient acteurs professionnels, qu'ils soient visiteurs, qu'ils soient habitants, soient un peu, mettent en scène un peu leur décor, leur vie, dans des bonnes conditions. Alors vous avez, ce hashtag a été lancé, il a fallu bien sûr créer le social wall, tout le monde aussi sait ce que c'est. Donc le social wall, peut-être que vous l'avez visité, je vous le souhaite. Aujourd'hui, il est à près de 40 000, là je ne sais pas quand vous lisez le chiffre, parce que j'ai pris un PowerPoint qui date de il y a une quinzaine de jours, donc on a augmenté depuis, mais aujourd'hui on est à 40 000 partages qui sont faits sur le mur, et donc l'idée c'est tout simplement, ça c'est pour la partie com, hein, après je parlerai plus marketing, mais c'est tout simplement de partager ce hashtag que vous avez là, c'est d'aller se mettre quelque part, c'est pour vous tout ça, vous pourrez nous servir après, vous vous mettez en situation, oui, vous partagez, de préférence, choisissez de préférence Instagram ou Twitter, bon, Facebook aussi, mais c'est encore plus efficace, ou les vidéos, ça c'est encore top. Mais je vous invite, pour le coup, à être vous aussi acteurs du Côte d'Azur Now, comme le sont des équipes hôtelières, comme un visiteur, comme un Américain qui flâne sur la promenade ou à Cannes, comme quelqu'un qui va se mettre en scène en train de dîner au restaurant et prendre la photo de son bouquet de fleurs qui est posé sur la table, etc. C'est pas de la mise en scène, on est la scène. On ne met pas en scène, on est acteur. Et ça, c'est super important pour donner du contenu à ce qu'est la Côte d'Azur. Donc on est sur du Côte d'Azur Now. Alors on a fait des campagnes, je ne sais pas où c'est, ça va me suivre, des campagnes d'affichage pour faire connaître le hashtag. On a fait des animations, voyez-vous. Par exemple, on se sert des grands événements ou de certains événements, comme ici c'est le départ de l'Ultra Trail. On l'a fait avec l'OGC Nice pour le match Marseille-Nice. On a fait le principe c'est que tout le monde y participe, c'est pas juste le CRT qui dit j'appuie sur un bouton et puis c'est bon, c'est que la chambre de commerce s'est mis non seulement à relayer mais à activer des opérations hashtag comme ça, sympathiques, avec selon ce qu'elle fait. Par exemple, l'autre fois, il y a une semaine à peu près, Cannes-sur-Mer a lancé une monnaie locale, l'euro noir. Ils ont lancé l'euro noir, et puis il y avait du Côte d'Azur Now dans cette opération-là. Ils ont posé, ils ont montré ce qui se passait sur la Côte d'Azur. Et là, c'était pas du tourisme, c'était pas de la fanerie, c'était un sujet qui était plutôt commercial et sérieux, quoi. Donc on fait pareil, on a fait sur les régates royales, cette présence-là. On a communiqué via un clip que je vous invite à voir. Et c'est pas un clip qu'on a fabriqué, c'est comment on appelle ça déjà, aidez-moi, une vidéo sur les réseaux sociaux. Non, ça c'est pas un selfie, ça. Voilà, un truc comme ça. Un youtubeur, voilà, un youtubeur. Alors un jeune youtubeur il fait comme le ferait un blogueur, etc. Il fait des films sur ce qu'il fait, et plutôt joli. Et franchement, il a fait un truc plutôt joli avec les prises de vue aériennes, le plongeur,
la personne qui nage, enfin bon, des choses complètement zen et agréables. Et ce clip, on a dit, comme Thomas, partagez votre Côte d'Azur, et on en a fait une petite campagne, enfin une grosse campagne télé sur MCI, donc, et aussi bien évidemment sur tous nos sites et nos réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est que on doit donner le contenu de la destination. Et là, je rejoins ce que je vous disais tout à l'heure sur la marque. Il faut que la marque dégage de l'attractivité. Bon, ça, c'est le côté marketing, mais il faut qu'il dégage de la sympathie. Une marque, pour qu'elle soit adoptée et partagée, il faut qu'elle puisse développer l'envie, le désir d'en être. Voilà. Donc c'est l'idée à travers le Côte d'Azur Nord, c'est pour ça que c'est d'ailleurs la même agence qui du coup a dû réagir sur le plan de relance de crise. L'idée du Côte d'Azur Nord, c'est déjà, malgré les événements, malgré les déperditions, si vous voulez je vous donnerai encore des chiffres, mais pour l'instant on est dans la partie poétique, alors je vais vous les épargner. Donc malgré tout ça, la destination, ce Côte d'Azur Nord, est déjà un support qui fédère à la fois les acteurs, parce que vous avez les grands hôtels, Negresco, il a posé avec le hashtag, le Carlton a posé avec le hashtag, l'équipe du Blue Radisson, l'équipe, enfin il y en a plein de partout, des offices de tourisme, ils ont pratiquement tous fait quelque chose autour du hashtag, mais ça c'est pour la partie, j'allais dire, professionnelle, mais il y a aussi monsieur et madame tout le monde, ou le blogueur qui a également fait des choses là-dessus. On a évidemment obtenu beaucoup de reportages favorables dans la presse, et notamment dans les journaux télévisés, beaucoup. On s'aperçoit à quel point tout le monde a eu à cœur de participer à ça. Et je vais vous dire même sur le plan participation collectif, quand nous on a fait de l'affichage avec des réseaux tous les réseaux d'affichage et autres, via Déo, etc., chacun a fait un geste commercial. Ça n'a pas été de l'achat-cash. À aucun moment on a fait de l'achat-cash, même en termes publicitaires. C'est-à-dire qu'on en a fait quand même une cause de cet aspect-là. Et après, ce sera différent. Quand on sera dans la stratégie de marque, on paiera ce qu'on devra payer sur les plans d'action et notamment sur les plans médias. Mais là, même un plan média, il a été hyper négocié en partage. Ça veut dire que le partage, il touche les acteurs, les visiteurs, les habitants, les producteurs, les médias. Voilà. Donc c'est vraiment cette notion que je voulais vous faire passer parce que, en fait, elle est assez basique finalement. Et elle est surtout contemporaine. Nous, on avait un site internet, on avait un site d'information sur la Côte d'Azur Card, sur la montagne, sur plein de choses, sur les séjours. Mais on n'avait pas le reflet de ce qui remontait de la destination. Le social work qu'on a fait que, alors on ne maîtrise pas les contenus, en moderne, enfin on ne maîtrise pas, on ne dit pas, voilà, c'est la Côte d'Azur, c'est ceci ou c'est cela, on laisse venir, on laisse monter spontanément ce qu'on dit de la Côte d'Azur, mais ça a le mérite d'être le reflet d'une destination. Si un jour vous vous trouvez dans cette situation, ou au cœur, ou dans un établissement, vous aurez forcément cette problématique en tête. Voilà. Ce sera important. Vous devrez non seulement être nickel en marketing et en plan d'action et en budget et en machin, mais vous devez également arriver à renverser la prise de parole. C'est plus vous, en tant qu'office de tourisme, CRT, chambre de commerce qui parlez, vous essayez de faire en sorte que ce soit l'autre qui parle de vous. Et l'autre, après il faut aller le chercher, mais d'où les investissements. On ne crée pas une campagne sans les investissements dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, là c'est par exemple un partenariat, la Chambre de commerce avait une campagne, avait déjà cette campagne sur le Made in Côte d'Azur. Et du coup, elle a relancé la campagne avec notamment le Côte d'Azur Nord. Ça, c'est vraiment la preuve qu'on est vraiment dans une démarche commune. Maintenant, ce que je voulais vous dire aussi dans le plan d'action, alors c'est juste après.
Voilà. Dans le plan d'action, je vous parlais, alors cette fois on a fini avec les... Enfin on n'a pas fini, mais on est vraiment avec Atout France dans des actions que l'on programme sur le territoire. Très vite. C'est-à-dire que rien que sur le mois de septembre, on a lancé en août la campagne. Dans le mois de septembre, on a immédiatement eu des accueils de journalistes russes, des accueils de blogueurs chinois, des accueils de blogueurs français, on en a encore un là, des accueils de journalistes et agents de voyage de plusieurs pays européens, etc., etc. Et on en attend encore et on lance encore des opérations que l'on va continuer jusqu'à fin octobre, début novembre, pour arriver à créer, non pas le buzz, hein, là on rentre dans la partie réelle du travail. On est également du coup présent sur des opérations que l'on n'avait pas, nous, budgétées et calibrées, mais justement l'aide d'Atout France nous a permis de nous retrouver sur l'ILTM, sur French Affairs, sur plein d'opérations marketing qui sont menées sur les différents marchés, et on se trouve de toute façon en mode visibilité sur ces opérations-là. Voilà. Donc ça, c'est cet aspect. Moi, à ce stade-là, je préférais que vous me posiez des questions. Vous pensez que dans les années à venir, ces plans de communication, ces plans de marketing vont pouvoir en fait garder dans la durée cette attractivité sur la Côte d'Azur? Alors l'attractivité sur la Côte d'Azur ou ailleurs, enfin l'attractivité en général, sans faire de grandes théories, c'est la capacité d'une destination à être toujours dans le move et être toujours permanente. Alors il y a un travail qui se fait sur plusieurs domaines, c'est pas la com qui règle tout, c'est l'offre aussi, hein. L'offre règle beaucoup de sujets, et notamment la qualité. On va mettre quand même en premier, je dirais quand même la qualité de l'accueil, parce que ça c'est le premier contact. Et ensuite les qualités de panel d'offres que l'on peut faire. Alors aujourd'hui, nous travaillons sur deux domaines bien particuliers, mais que vous verrez, la problématique de la sécurité a mis un petit peu à mal. C'est qu'on travaille sur l'attractivité du sport. On a créé un cluster sport pour faire en sorte que les événements sportifs, qui eux sont en général beaucoup partagés, beaucoup fréquentés, avec des niches de clientèle bien spécifiques. Un vététiste, c'est pas un surfeur, c'est pas un marathonien, pas encore, quoique. Bon. Donc on travaille sur cet aspect de l'attractivité par l'événementiel sportif, mais aussi volet événementiel, ça c'est le côté un peu médiatique. Tout le monde connaît l'Ironman, le Paris-Nice, le marathon, même les Alpes-Maritimes, l'ultra-trail, etc. Ou le tennis à Monaco, ou les régates royales, etc. Tout le monde connaît cela. Mais ce que nous n'avons pas fait concrètement, c'est de connecter un événement qui lui a un public avec une offre qui, elle, est de notre ressort. Tout à fait. Donc il fallait faire la connexion entre ces deux choses-là. Sinon, l'organisateur du marathon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit venez, venez. Il fait de l'attractivité. Il inscrit, c'est simple, il prend des inscriptions, il attribue des dossards, il remplit et éventuellement il s'adresse à un réceptif pour la partie réceptive justement, c'est-à-dire hôtellerie, etc. Mais ce que nous devons faire, c'est avoir une destination qui permet de dire, si vous venez pour le marathon, voilà, tel type de séjour, grosso modo packagé, incluant le dossard ou des activités pour la famille qui ne court pas et qui va s'embêter pendant 3 jours, à part au moment où elle va éponger le front du coureur. Mais voilà, donc nous, ce travail-là, c'est un élément d'attractivité, et vous voyez que ce n'est pas de la com, pour revenir à votre question. On doit travailler sur des choses qui doivent se structurer autour d'éléments
vraiment qui crée l'identité ou l'attractivité du territoire. Voilà. Et si une destination perd un grand événement, elle encaisse souvent le choc de ça. Alors, la Côte d'Azur a la richesse quand même événementielle, et je mets le bémol effectivement parce que justement après les plans Vigipirate, pratiques partout, mais aussi et le mode post-attentat, eh bien, il y a quand même des manifestations qui ont été annulées. Et je pense qu'il y a des considérations économiques qui vont se faire sentir immédiatement. Voilà. Actuellement, il y a une discussion pour savoir si on maintient ou pas le marathon, parce que c'est maintenant. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup plus d'inscrits, un peu grâce à nous aussi, on y a contribué avec notre com sur le sport, hein, le cluster sport. Mais en même temps, on a dit, on ne prend plus d'inscription parce qu'on attend de savoir si, sur le plan sécuritaire, si avec les services de l'État, on peut maintenir l'événement. Il y a d'autres événements qui ont été annulés. Il y a des événements qui ont été annulés, donc il y a eu des conséquences directes, mais on peut se poser la question si notre créneau sport, il n'est pas en train de prendre du plomb dans l'aile, voyez-vous. Si on en allume comme ça, le tennis qui se tient à Nice, comment il s'appelle? Master, on ne sait rien. Il se tient à Nice, il part à Lyon. Argument de moins. Donc tout ça, on est sans cesse en train de devoir travailler sur notre produit, sur notre offre, qu'elle soit événementielle, structurelle, c'est-à-dire structurelle, c'est un équipement. Moratoglou, par exemple, pour rester dans le sport, Moratoglou vient d'ouvrir à Sophia Antipolis. Vous connaissez l'Académie Moratoglou ou pas? Bon, comment dire, l'Académie Moratoglou forme les hyper-pros, les futurs pros. C'est avec Serena Williams au passage. Donc Serena Williams et Moratoglou ont une université comme ça aux États-Unis, et ils ont choisi, c'est une chance pour nous, la Côte d'Azur et tout particulièrement Sophia Antipolis pour lancer un truc mais gigantesque. Il y a de tout, il y a tout pour former un joueur, et un joueur c'est une année, c'est un étudiant. Voilà, c'est un étudiant qui joue au tennis au niveau top. Donc voilà, ça c'est ouvert sur la Côte d'Azur, et c'est pour ça aussi que l'argument offre, encore une fois, ça rentre dans cette offre, notamment autour du sport et de la destination, et c'est un argument de poids. Voilà. Ça c'est pour répondre à la question, c'est pas que de la com. Du fait qu'il y ait eu 2 attentats à peine 9 mois d'intervalle, est-ce que vous pensez que la France repartira aussi facilement que l'aurait fait d'autres pays comme par exemple l'Espagne avec l'attentat à Madrid ou même l'attentat qu'il y a eu aux États-Unis lors du 11 septembre? Est-ce que le tourisme va reprendre plus facilement, enfin aussi facilement, ou va avoir plus de mal en France? Alors, je ne suis pas devin, hein. Mais le contexte est bien différent. La destination France, rappelons-la, était quand même la première, je ne sais pas si elle l'est toujours, c'est un peu discuté en ce moment, la première destination mondiale. Et elle l'est pourquoi? Parce qu'elle a quand même justement un territoire, une diversité, d'une richesse aussi bien patrimoniale, culturelle, naturelle, etc., qui est fondamentale. Et elle crée depuis des années, elle est sur le haut du panier, de l'attractivité touristique. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, elle est entamée par des événements, mais je vous rappelle que lorsqu'il y avait une guerre et qu'on a voulu lancer le premier festival de Cannes, c'était juste l'année 39, le festival qui était prêt, tout prêt et impacté, a été reporté à une date ultérieure. Et aujourd'hui, vous voyez le résultat, le festival de Cannes est toujours un phare de l'événement mondial. Alors sur la destination France, il y a une vraie problématique de la France, et je vais vous donner un exemple. Le ministre notre ministre de tutelle, c'est Jean-Marc Ayrault. Il a annoncé, lui, un plan de relance
notamment axée sur Paris et Côte d'Azur, qui sont quand même les deux destinations impactées et en souffrance, et en même temps attractives, celles qui créent l'attractivité aussi. Non pas que les autres ne la créent pas, mais ça passe quand même souvent par là. Il a lancé un plan de relance de 10 millions d'euros. Ça veut dire qu'il va consacrer pour la promotion touristique de la France 10 millions d'euros en plus de vraiment hors budget, si j'allais dire, hors prévision budgétaire. Mais pour vous donner une information, la Grande-Bretagne, qui vient de faire le Brexit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va avoir des difficultés. La Grande-Bretagne, le gouvernement a dégagé 40 millions d'euros pour recréer de l'attractivité en Grande-Bretagne, de Londres et sur les provinces britanniques. 10 millions d'un côté, 40 millions de l'autre. Les budgets déjà habituels étaient à peu près du même ordre proportionnel. L'Espagne, c'est pas du tout les budgets d'Atout France ou de la France. La Grande-Bretagne, c'est pas du tout les budgets de la France. La Californie non plus, etc. Barcelone, on va plutôt parler de Barcelone. Ce sont des budgets considérables. Alors on ne fait pas tout avec l'argent, mais on fait quand même beaucoup. Donc, l'attractivité, le penchant naturel va revenir vers la France, mais il faudra beaucoup d'efforts. Il y a quand même des actions qui sont menées. Par rapport au taux de fréquentation, il a diminué de combien depuis les années? Alors, je remets les lunettes, si vous me permettez. Bon, globalement, le taux de fréquentation après l'attentat, ça a été moins 10, moins 13, surtout sur les zones urbaines. C'est-à-dire, c'est surtout le tourisme urbain qui a trinqué, si je puis dire. Il y a eu moins ça a été très, comment dirais-je, il y a eu des différences selon la localisation, c'est géolocalisé. Donc c'est plutôt les centres urbains, Nice, curieusement tout à fait au début du mois de juillet, pas curieusement, il y a une explication bien sûr, Cannes a été encore en plus gros recul que Nice, après le 14 juillet. Donc ça a impacté les clientèles étrangères. Alors là, je vais pouvoir vous donner des chiffres que j'ai ici. Je vais faire sur moins 10%, donc c'était l'occupation hôtelière qui perdait moins 10%. Sur les étrangers, on avait moins 30% du Japon, moins 26% de la Chine. Les clientèles Pays-Bas, moins 24, ouais, c'est des gros chiffres quand même, hein. On est sur des gros chiffres là. Moins 22% sur la Russie, qui était déjà elle-même en recul pour d'autres raisons, hein, pour un contexte qui était plus économique de leur côté. Et puis l'Allemagne, moins 19, ça veut dire que ce sont des marchés qui sont très importants pour nous et qui ont été fort impactés à ce moment-là. Beaucoup plus que le marché national, puisque finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait les Français? Ils sont plus ou moins restés en France. Et d'ailleurs, au niveau des chiffres, si vous suivez, je suppose que vous faites des petites revues de presse régulièrement, vous avez dû entendre que l'aéroport se portait très bien. Donc le trafic aéroportuaire de Nice-Côte d'Azur est plutôt bon. Il est à plus 3. Alors il est à plus 3, mais il était prévu à plus 7. Hein. Bon, mais, donc il a un peu moins de croissance que prévu. Mais quand on analyse le trafic aéroportuaire et qu'on dégage ce qui est du ressort du séjour touristique, il faut distinguer ce qui est le trafic. Vous, moi, on va, on vient, on part, on revient. Du séjour touristique. En août, hein, la chute a été de 21% sur le séjour touristique venant par avion. Et en plus, venant par avion, c'est moins 27% pour les étrangers sur le trafic aérien. Donc c'est des enjeux qui sont super importants. Quand on fait de la promotion à l'international, en suivant ce qu'on nous on appelle le programme Fly2, c'est un programme de promotion avec les compagnies aériennes, on fait en sorte de recréer le lien vers la destination en ligne directe de préférence.
Donc, vous voyez que les enjeux dans ce domaine sont importants. Et là, pour finir avec votre question, mademoiselle, madame, c'est tout simplement en chiffre d'affaires une perte de moins 25% sur le chiffre d'affaires habituel, ce qui est énorme. Alors, juste, ce sont quand même des chiffres qui vont impacter votre futur professionnel. Ce sont des événements qui sont également le futur de votre vie. Je suis étonné que ça ne suscite pas plus de questions, puisque c'est votre cœur de métier. Vous êtes en BTS, en 2e année. Ça veut dire que dans quelques mois, ce sera votre quotidien d'aller chercher des chiffres, votre quotidien d'être proactif par rapport à vos employeurs. Vous êtes dans un marché concurrentiel pour trouver un emploi dans un premier temps. Et c'est justement le côté je m'intéresse au métier, je m'intéresse à ce qui se fait et je suis au fait de tout ce qui se passe dans le monde du tourisme qui va faire qu'on va plus vous choisir qu'un autre lorsque vous irez à des entretiens de recrutement. Je pense que toutes les interventions que vous aurez jusqu'à votre diplôme, qui est demain, hein, puisque je ne vais pas vous rappeler les échéances, mais elles sont véritablement demain, vous devez absolument les mettre à profit parce qu'aujourd'hui, vous travaillez certes pour votre diplôme, mais c'est surtout pour votre futur emploi que vous travaillez. Donc, ayez conscience que ce type de conférence, ce sera aussi votre quotidien dans le monde du tourisme. Aujourd'hui, nous avons des cellules de crise qui sont activées, des réunions de plus en plus fréquentes sur toutes les diversités du tourisme. Ce matin, j'étais sur le tourisme durable à Grasse. Ben oui, c'est aussi un volet du tourisme qui peut vous permettre d'être employable demain. Donc, je pense que ça doit susciter beaucoup plus de questions que ce que vous nous avez posé. Jeune homme. Vous nous dites ça, mais on a été touché directement. Je l'entends. On a lu des choses à travers la presse, la radio et tout ça. On a lu beaucoup de choses, on a été touché directement. On en sait des choses, on a lu des chiffres sur le coup. Si vous faites la conférence à Rennes, à Strasbourg, il y aura beaucoup plus de questions. Eux, ils n'ont pas été touchés. Nous, on a été touchés directement. Et après les attentats, on a vu la presse et tout ça. Donc, Là, on est sur les perspectives et sur les actions à mener lorsqu'on vit ce type d'événement. Je pense qu'il faut pas, il faut vraiment que vous vous mettiez dans la peau de « je suis un agent de développement touristique, je suis un professionnel du tourisme, j'ai derrière moi une société, une agence de voyage, je travaille dans un office de tourisme, je dois faire en sorte que mon métier, le tourisme, perdure après un tel événement. Qu'est-ce que je mets en place ? Oui, vous avez entendu énormément de choses au niveau des médias. Je vous rassure, à Rennes, ils ont dû entendre les mêmes. Oui, on a lu plein de choses dans la presse, mais ces informations étaient destinées à un public exhaustif et non à des professionnels du tourisme. Là, l'objectif de cette réunion aujourd'hui, de cette conférence aujourd'hui, c'est vous mettre en situation professionnelle sur que vous soyez aussi force de proposition, parce que là, vous avez un des principaux acteurs de la destination qui agit avec tous les professionnels du tourisme. C'est aussi venir au contact de futurs professionnels pour avoir leur ressenti, leur innovation. Aujourd'hui, vous serez dans la situation à notre place, à la place à la direction d'un CRT, par exemple. Comment vous auriez... Quelle innovation auriez-vous mis en place pour justement faire en sorte que la destination, je rappelle, le tourisme en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 11% du PIB. Derrière ces 11% de PIB, il y a de l'emploi dans le tourisme et il y a toute une économie. Donc il est vraiment important, une fois que l'on a pris toutes les précautions parce que des gens ont été touchés, j'en suis la première à l'avoir été, des gens ont été touchés par rapport à des proches, des amis, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne continue pas à détruire ? Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour qu'au contraire, on relève la tête et on y va ? C'est ça l'objectif d'aujourd'hui. C'est se servir du fait que vous soyez des jeunes futurs professionnels,
Et je suis sûr que vous avez une multitude d'idées et de réactions qui peuvent nous apporter des enseignements. C'est ça l'objectif d'une conférence, quoi, aujourd'hui, de cette conférence en tout cas. Oui. Par rapport au plan d'action que vous avez fait pour justement remonter la cotisation, pour l'instant c'est juste basé sur les réseaux sociaux. Vous avez vu justement d'autres. Parce que là pour l'instant c'est juste ça que vous avez commencé à développer, c'est ça? Entre autres. Non, c'est entre autres. Ça, c'est le point de départ. Pourquoi? Parce que si vous voulez être réactif, il faut commencer par là. Et qu'ensuite, la place des réseaux sociaux et des influenceurs pour parler de quelque chose, ou de quelqu'un, ou d'une destination, c'est bien le premier acte qu'il faut fonder, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour autant, ça me donne l'occasion de dire, voilà, il y a eu ce comité de crise que l'on a réuni, on a monté l'opération du Côte d'Azur Now pour fédérer, pour avoir quelque chose de concret sur lequel on pouvait bâtir ces actions immédiates. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, le fait d'avoir mobilisé, d'avoir fait du collectif, ça c'est super important. Et on ne peut jamais rien faire tout seul, sinon on se bat toujours contre son voisin. Ça, c'est ou l'un ou l'autre. Ou on fait ensemble, ou sinon on se bat. Donc c'est pas la peine. Cet aspect-là qui nous a réunis un peu malgré nous, va en fait resservir désormais de ciment et de moteur d'essence pour continuer sur le plan marketing de la marque Côte d'Azur et de la destination. À tel point qu'il y a eu 4 réunions de crise, du comité de crise. La première pour la constituer, la deuxième pour lancer le plan d'action, une troisième pour la... Non, on est à une 3. Il y a une troisième pour faire un bilan déjà après un mois sur tout ce qui a été fait, y compris l'aspect plus économique. Là, je vais laisser Anne-Claire ici y répondre. Ce que nous allons faire, c'est que la prochaine réunion où nous avons tous ces acteurs-là qui ont bossé, qui ont œuvré dans ce sens-là, on va leur présenter et partager la vraie démarche de la marque Côte d'Azur et de la destination et le plan marketing. Et on va déjà partager les pistes. Le plan marketing, c'est quoi? C'est d'abord avoir un budget quand même pour savoir si on va vers qui, vers quelle cible, comment, avec quelles actions. Et c'est ça, on est en train de... D'abord, on en a commencé, et deuxièmement, on est en train de le faire. Ça n'enlève rien. Là, vous voyez un peu le côté coloré de la chose. Mais ça n'empêche pas qu'on était en Scandinavie il y a 3 jours, qu'on part en Chine dans 15 jours, toute une mission Côte d'Azur, que l'on a fait des missions en Russie au mois d'avril, que l'on est au MAPRO, que l'on est, etc., bref. Le plan marketing, lui, il continue. Non seulement il continue, mais il se reconstruit sur la base d'une marque. Et la prochaine étape, c'est le lancement de la marque. Et d'ailleurs, on invitera, ce sera pour les rencontres du tourisme qui ont lieu à la fin de l'année, tout à fait début décembre, on invitera largement les étudiants à y participer. Sur le plan économique, lorsque l'on a organisé des réunions de la cellule de crise, lorsque l'on parle de plan économique, le tourisme, c'est à la fois tous les réceptifs, qu'ils soient hôteliers, restaurateurs, mais également les commerces. Vous avez tous vu le côté médiatique que peut avoir un réseau commercial tel que Polygone sur Cagnes-sur-Mer, et la bataille qui se livre avec Cap 3000. Alors c'est une bataille commerciale, certes, mais qui sert aussi la destination. Aujourd'hui, dans certains produits touristiques, inclut la visite de Cap 3000 ou la visite de Polygone, voire les deux lorsque l'on fait un circuit commercial. Nous avons le même type de produit qui est mené sur les artisans, sur les croisiéristes, par exemple. Sur Villefranche, il y a tout un circuit proposé aux personnes qui descendent à terre
pour faire le tour de certains commerces qui représentent l'artisanat local, par exemple. Donc ça, c'est nouveau. On a pu mettre autour de la table à la fois tous les syndicats de commerçants, donc qui représentaient le volet consommation pure et achat, mais également les hôteliers et les restaurateurs, pour qu'ensemble, on valorise une marque. Les institutionnels, tout seuls, peuvent que valoriser la marque Côte d'Azur, mais pour autant, il faut qu'une fois que l'on a capté la clientèle et que l'on a fait en sorte que la clientèle revienne sur notre territoire, eh bien, il faut mettre en place des actions par de l'attractivité touristique, telle que qu'est-ce que l'hôtelier propose, comment l'hôtelier va accueillir les touristes. Il y a une phrase que le président du syndicat des hôteliers utilise, et je trouve cette phrase vraiment opportune. Le touriste, les acteurs du tourisme que nous sommes, sont difficilement délocalisables. Mais le touriste, lui, il est délocalisable. Aujourd'hui, l'impact de la communication faite autour d'une destination est vraiment important parce qu'elle va, derrière, être du développement ou être un frein. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, de plus en plus de grandes villes ou de régions invitent des journalistes je dis bien, pour justement leur montrer les particularités de leur territoire. Pour que derrière, eh ben, il y ait tout cet effet rebond. Hein. Vous avez fait un peu de commercialisation dans vos études, et vous savez ce que c'est. Et franchement, on ne peut travailler sur une marque ou sur une destination que si l'on travaille ensemble. Toutes les composantes réunies. Certains d'entre vous, peut-être, ne travailleront pas dans le tourisme, mais dans la vente de produits de luxe, par exemple. Je prends cet exemple parce que je peux dire que certains nombres de BTS tourisme ont choisi cette voie après, et aujourd'hui, ils se retrouvent à travailler également avec les acteurs du tourisme sur la création de circuits. Sur Cannes, par exemple, le circuit boutique de luxe qui a été développé par l'Office de tourisme, c'est aussi un point important. Donc, en termes économiques, c'est là-dessus qu'on a travaillé. Autre chose, il a été créé un bureau unique, parce que je vous rappelle que le tissu économique des acteurs du tourisme sur la région Côte d'Azur, du moins sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et plus particulièrement sur la Côte d'Azur, est composé de TPE, voire de très petites entreprises, qui ne sont pas au fait de tout ce qu'il est possible de mobiliser comme aide lorsque l'on vit un événement compliqué. Les événements ont créé une perte de chiffre d'affaires. D'ailleurs, ça a eu un impact direct. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'ouvrir des quotidiens locaux ou nationaux aujourd'hui. Vous avez pu voir l'effet négatif que ça a eu sur le chômage, tous ces événements qui ont eu lieu cet été, et la baisse de la fréquentation touristique a eu un impact direct. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec beaucoup plus de demandeurs d'emploi que prévu à cette époque de l'année, puisqu'il y a des perspectives faites mensuellement. Ces perspectives, elles tiennent compte d'un phénomène, c'est le travail saisonnier. Et le travail saisonnier n'a pas eu le même impact que d'habitude, parce qu'il y avait moins de touristes. Donc vous voyez, lorsque l'on travaille dans le tourisme, ce que vous serez appelé à faire, c'est une chaîne qui a des impacts, qui a des répercussions et des impacts qui vont au-delà du cœur de métier que sont les offices de tourisme, les hôtels ou les restaurants. Ça a aussi un impact sur le commerce, sur toutes les activités annexes, telles que les activités de loisirs. Les centres de loisirs ont vécu des grosses baisses, telles que Aqualand pour être à côté, mais aussi Euro Disney et d'autres grands centres de loisirs. Donc voilà, en termes économiques, on met en place un bureau unique qui va permettre de s'adresser à un seul endroit. Là, en l'occurrence, sur le territoire des Alpes-Maritimes, c'est la CCI qui est le porteur du bureau unique. Le professionnel va s'adresser à ce bureau unique qui va lui ouvrir toutes les possibilités d'aide pour pallier au phénomène qui vient de se passer et l'aider à rester productif et à se maintenir dans le paysage, ne pas se retrouver en situation de fermer son entreprise, par exemple. Ça a été le cas pour beaucoup d'établissements de la promenade des Anglais,
sont vraiment dans la... On va prendre l'exemple du Negresco. Le Negresco a vu sa clientèle passer à 0 au lendemain des événements, par exemple. Et il a perdu sur l'été plus de 50% de son chiffre d'affaires par rapport aux prévisions. C'est une centaine d'employés quand même. Derrière, ça veut dire qu'il y a des saisonniers qui n'ont pas été recrutés ou à qui on a mis fin à leur contrat. D'autres questions ou on poursuit sur... Je précise aussi, puisqu'on était sur les perspectives, c'est que nous, on a traité l'aspect tourisme, parce que c'est notre mission, c'est notre rôle. On a traité l'aspect je communique avec mes clients. Mais immédiatement, il y a une cellule économique, le ministre, bon, à l'époque c'était encore M. Macron, qui est venu à Nice, mais la cellule économique, elle, a pour rôle surtout la prise en compte des soucis administratifs, fiscaux, trésorerie, etc. Tout ce qui peut se passer en termes de la vie de l'entreprise. Et là, l'impact est vraiment très fort. Aujourd'hui, on rencontre des hôteliers, on rencontre notamment des restaurateurs, voire des plagistes, qui nous disent, là, alors, il y a le phénomène de j'ai pas renouvelé tel contrat, encore qu'ils ont été très vigilants pour garder les employés, il faut quand même le souligner, mais on sait qu'en octobre, il y aura des gros problèmes de trésorerie, d'où le guichet unique. Et c'est pour pallier à ce genre de problématiques de gestion, là on est dans la gestion, qu'il faut absolument que tous les secteurs se parlent. Donc c'est le préfet, c'est le ministre, c'est la région, c'est le département, ce sont les chambres, ce sont les mairies, etc. etc. Il faut des actions qui soient cohérentes. Et la cohérence, ici, en France, ici comme ailleurs, mais peut-être plus qu'ailleurs, c'est pas toujours le plus facile. Or, on s'est rendu compte, peut-être même à notre propre étonnement, qu'on a fait preuve d'unité et de cohérence à ce moment-là, qui a été quand même un moment particulier qui marquera à jamais l'histoire de notre région, de notre département. Il faut quand même être conscient que la trésorerie des entreprises du tourisme se fait durant les 4 mois d'été. Dès le moment où on a des prévisions qui sont revues à la baisse dans des proportions, on va dire, inquiétantes, ça veut dire que les entreprises du tourisme n'ont pas pu constituer leurs réserves qui leur permettent d'attendre soit la saison d'hiver pour ceux qui travaillent sur deux saisons, soit la prochaine saison. Un des points importants du bureau unique, c'est de permettre à ces entreprises soit d'avoir des décalages dans le paiement de leurs diverses charges, donc on leur octroie des délais, soit d'obtenir des subventions qui vont leur permettre de tenir, entre guillemets, c'est un terme que j'aime pas trop employer, mais c'est la réalité, de tenir jusqu'à la saison prochaine où ils vont pouvoir reconstituer de la trésorerie pour continuer à se développer. Parce que dès le moment où il y a un frein en trésorerie, ça veut dire que l'on ne fait plus d'investissement. Vous savez comme moi que l'investissement, il est nécessaire dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Ne serait-ce que, surtout dans le monde du tourisme, où l'investissement, très souvent, il est dédié au numérique et au digital et à l'impact que le digital et le numérique ont sur la consommation des touristes. Donc je pense qu'on va clôturer la conférence. L'investissement à part le numérique, L'investissement pour les entreprises, beaucoup sur le numérique, sur l'utilisation des logiciels et sur la création d'applications. Il faut quand même savoir qu'on travaille beaucoup sur les applications, les nouvelles applications, ne serait-ce que sur les offices du tourisme, par exemple. Lorsqu'on parle des acteurs du tourisme, il y a aussi tout le volet, quelles sont les tendances, les attentes et les tendances, les nouvelles tendances des voyages, des touristes. Et là, pour y répondre, on va mettre en place, pour les hôteliers par exemple, la possibilité d'avoir un concierge virtuel en ligne,
où il y a un hôtel qui est en train de faire de l'investissement là-dessus à Nice, avec tout le volet domotique, c'est-à-dire que quand vous réservez votre chambre, vous allez avoir la possibilité de dire que vous voulez une chambre avec une température à tel degré, que vous voulez tel journaux, que vous avez l'habitude, si vous avez l'habitude, je vais prendre des cas extrêmes, hein, de dormir dans des endroits en soi, et bien de faire le check-in de tout ce que vous voulez quand vous arrivez sur place, et de le faire de manière anticipée par l'intermédiaire d'une application, un lien que vous recevez quand vous faites votre réservation, par exemple. Ça demande de l'investissement, ça demande derrière un nombre de nouvelles habitudes pour les professionnels, donc de la formation pour ces professionnels également. Il y a aussi de l'investissement au niveau des hôtels, par exemple, pour se mettre en ordre de marche sur tout ce qui est démarche qualité, exemple qualité touriste par exemple, mais également sur tout ce qui est à l'accueil des publics à mobilité réduite. Il y a pas mal de directives qui sortent de manière récurrente, et je prends l'exemple des hôteliers. Pour maintenir leurs hôtels pour répondre aux obligations, les gens ils sont obligés d'investir tous les ans, quasiment. Je peux intervenir Oui, sur le numérique. C'était sur le numérique, autre question. Entre autres sur tout ce qui est Ça, c'est la investissement. mademoiselle, et vous aussi, c'est sur le numérique? Par rapport à ça, justement, est-ce que le taux de fréquentation a un peu augmenté depuis que vous avez lancé ces... Alors, le taux de fréquentation. D'abord, il peut pas vraiment. Vous savez que le taux de septembre n'est pas le taux qu'aurait pu être le mois d'août ou le mois de juillet. Donc déjà, on ne va pas comparer les choses comme ça. Cela dit, le graphique qui est là montre effectivement que c'est une... Enfin, je crois que je ne l'ai pas tout à fait en tête, mais je peux vous le dire tel quel. On s'est aperçu pendant la période vraiment de crise, c'est-à-dire juillet, deuxième période de juillet, que tout ce qui était du domaine de la réservation et de l'achat de dernière minute, lui a été, mais alors, freiné, stoppé, et il est tombé en chute libre. C'est-à-dire que ceux qui avaient réservé n'ont pas annulé, il n'y a pas eu d'annulation en masse, sauf de la part de certains touristes, je dirais plutôt les hauts de gamme, les touristes de luxe, pour les palaces. Les palaces ont beaucoup souffert de tout ça, comme vous veniez de dire, Corinne, c'est qu'effectivement les palaces ont encore plus souffert, curieusement, de cette clientèle qui peut choisir comme ça d'un claquement de doigts si elle change de destination, point. Elle ne peut pas aller là, elle va ailleurs. C'est pas la même façon d'être et de se comporter. Toutefois, les réservations sont remontées parce que nous on analyse, on essaye d'avoir des outils dans l'Observatoire du tourisme qui nous permettent, avec les enquêtes qui vont bien et les supports qui vont bien, de voir l'état des réservations. Or, l'état des réservations a stagné, et puis on a vu, alors je ne sais pas si c'est celui-là ou un autre, c'est peut-être un autre, on a vu que l'état des réservations reprenait au fil de la campagne. Alors je ne dis pas que la campagne a tout fait, mais je veux dire par là que le mode confiance est quand même revenu, sans compter qu'on est toujours attractif, qu'on est une bonne destination sur le plan météo aussi. Donc les réservations, vous voyez, on avait ici, quoi ça? C'est les perspectives qui avaient été faites. Voilà, les perspectives. Donc, et la réalité. En bleu, vous avez les perspectives qui avaient été faites sur les réservations. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Des perspectives qui avaient été faites sur les consommations des années d'avant. Voilà. Ça, on peut voir que l'impact de la campagne a été positif de manière globale, puisque sur septembre, on est à -6 et la chute est quasiment maîtrisée par rapport aux perspectives. Donc ça veut dire que l'impact de la communication qui a été faite commence à porter ses fruits. Autre élément que je voulais préciser, si sur les mois d'octobre et de novembre, c'est suite à la dernière réunion que nous avons eue avec les professionnels du tourisme sur justement l'impact des travaux menés, on
on peut remarquer que tout ce qui est tourisme d'affaires a été maintenu. Tous les événements de tourisme d'affaires ont été maintenus sur la Côte d'Azur, ce qui veut dire que ça permet d'avoir un mois d'octobre et de novembre qui rééquilibre un peu les consommations. Je vous donne comme élément, le tourisme d'affaires est vraiment important pour la destination Côte d'Azur, puisque quelqu'un qui vient assister à un congrès a systématiquement une journée off. Dans cette journée off, c'est là où il faut que l'on soit le plus efficace possible pour lui donner envie de revenir avec sa famille, passer des vacances sur le territoire. Donc, bien souvent, j'entends des étudiants dire « Ouais, mais le tourisme d'affaires, c'est pas là-dedans que je veux travailler. » Si vous voulez travailler dans le tourisme, vous ne pouvez pas vous passer du tourisme d'affaires. C'est un des éléments incontournables pour valoriser une destination. Et là, en l'occurrence, le tourisme d'affaires va permettre peut-être de rééquilibrer l'année touristique, la pré-saison, pour justement dégager, ce que j'expliquais tout à l'heure, de la trésorerie, maintenir des emplois. Il y a une autre leçon qu'on retient justement du maintien des événements liés au tourisme d'affaires, c'est que il n'y a pas eu d'annulation sur parce qu'ils sont quand même prévus très longtemps à l'avance, hein, ces événements maïs. Alors il n'y a pas eu d'annulation, mais on a pris conscience à quel point les messages de sécurité devenaient au cœur de la problématique du choix et par conséquent de l'achat d'un événement à faire. C'est-à-dire que les palais des congrès, les villes, doivent passer des messages, chacun, un directeur d'hôtel, doit passer des messages où la notion de sécurité doit apparaître clairement. Nos acheteurs, je parle des acheteurs du tourisme d'affaires, je parle plus de nos japonais et chinois de tout à l'heure, je parle vraiment de nos acheteurs tourisme d'affaires au sens large, vont être convaincus par un argumentaire qui va associer des conditions rigoureuses de sécurité. Et actuellement, alors que Cannes est par exemple par définition celle qui est la ville des grands événements et des grands congrès, même il y a l'IDEM, il y a l'UNIPIM, il y a le festival du film, etc., ne peut pas maintenir ce niveau d'activité s'il ne monte pas en rigueur sécuritaire. Et ça, si vous êtes un jour dans une des structures, qu'elle soit un palais, un centre de congrès, un office de tourisme, un hôtel, un établissement, peu importe, vous devez intégrer ces notions-là. C'est pas juste pour dire qu'il y a un gendarme derrière la porte, hein, c'est pas ça le message sécuritaire. C'est un ensemble de choses qui redonnent la confiance. Mais aujourd'hui, avant on jouait juste sur les faits, les atouts, les avantages commerciaux, le bon tarif, le bon rapport qualité-prix, etc. Aujourd'hui, il faut rajouter cette mention. C'est obligé. Et vous verrez que, par exemple, c'est pas pour rien, on est dans une destination, la Côte d'Azur, vous avez une principauté de Monaco qui est super surveillée, vigilante, sécurisée plutôt. Et puis le reste, c'est un peu plus flou. Donc une destination, c'est ça aussi. C'est ça. Je voulais aussi revenir tout à l'heure, si j'ai le temps, oui, bien sûr. Par rapport à votre avenir. C'est surtout ça qui me porte. C'est pas le reste. C'est la notion du numérique. Le numérique, nous, dans notre CRT, aujourd'hui on est 25-26, et la problématique de la gestion du community management, de l'impact et le traitement des campagnes numériques, le traitement de l'audience, le traitement du visuel, de la discussion, bref, le traitement par l'image et en ligne, et devient un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on a été obligé on est amené, pas obligé, mais on est amené à restructurer nos équipes en fonction de ça. Et aujourd'hui, par exemple, on s'oriente davantage, un peu plus, pas davantage, mais un peu plus, ou même carrément plus,
vers les influenceurs. Or, les influenceurs ne fonctionnent pas comme le journaliste qu'on avait l'habitude d'accueillir. Quand on reçoit une chaîne de télé qui va faire, je sais pas moi, un reportage, on en reçoit des très très beaux, des très belles émissions sur la maison, sur France 5, sur Silence ça pousse. Pourquoi? Parce qu'on est dans la thématique jardin, enfin bon, bref. Et on reçoit beaucoup de productions télévisées, mais ça a un coût, mais c'est pas, c'est une façon de procéder. Donc je dirais là, c'est le service de presse qui va fonctionner à fond sur ce type d'action. En revanche, notre problématique de communication et d'utilisation du numérique, des réseaux, des sites internet, des référencements, des campagnes et de l'audience, elle va être traitée. Il faut qu'il y ait en interne des gens qui s'intéressent à la chose et qui prennent place au cœur de ça dans les emplois. Et dans vos structures, si vous fondez vous-même une entreprise, vous allez le faire en tenant compte de ce secteur-là. Ce n'est pas une grande surprise que je vous annonce, mais j'insiste beaucoup parce que nous, franchement, on a changé, on a formé des gens, et puis on a recruté, enfin utilisé en mode, que ce soit stage ou autre emploi, on a utilisé des compétences liées à ça, parce que ça mange du temps, c'est 24 heures sur 24, ou presque, c'est en tout cas 7 jours sur 7, pour avoir de la réactivité. La communication aujourd'hui, elle est plus comme avant, elle est forcément hyper réactive. Et ça, c'est le numérique. Et je rajoute, pour finir, et j'arrêterai là, c'est qu'en lançant la campagne Côte d'Azur Now, en fait, on s'est rendu compte que peu d'acteurs de cette destination étaient branchés et compétents dans le numérique. C'est-à-dire que oui, il y a des entreprises qui font des applications, oui, il y a des entreprises qui créent du produit et du numérique, mais j'ai pas beaucoup d'offices de tourisme qui ont des community managers, qui ont une stratégie du digital, une stratégie virale, digitale, dans leur communication. Eh ben, on en a fait le constat. Quand on a lancé ça, on a vu tout de suite, on a réuni d'abord tous les community managers qui existaient, depuis le département, l'aéroport, la chambre de commerce, la ville de Nice, enfin, tous, on les a tous réunis pour leur parler de ce qu'on allait lancer, c'est-à-dire de l'action virale. Et in fine, j'ai quelques offices qui vont bien, et puis j'en ai d'autres, ils sont quasiment inexistants. Manque de formation, manque de compétences sur ce domaine. Alors soyez très 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 vigilants avec ça, avec le numérique. Donc je pense que là, nous avons fait, à moins que vous ayez d'autres questions, le tour de ce que nous voulions vous transmettre comme message. Je vais vous demander de rester en place et de ne pas sortir pour l'instant, car on va couper l'intervention.